Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire aujourd'hui consacré à la politique sciences ouvertes de l'ANR. Je rappelle ce webinaire est dans le cadre de l'ensemble des webinaires des rendez-vous de l'ANR 2025-2026. Alors, je me présente, Martine Garriérizé, je m'occupe de la direction de la stratégie numérique et des données. Et vous allez voir tout de suite sur la slide suivante que cette direction a été créée fin 2021. Son objectif, c'est de concevoir, de déployer une politique et une culture de la donnée en appui aux directions de l'agence, en lien avec notre ministère de tutelle et puis l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors, il y a plusieurs volets. Vous voyez d'une part la gouvernance des données qui est pilotée par Cyril Demange. Il s'agit vraiment de fiabiliser les données et de développer la circulation, l'ouverture, la réutilisation aussi de ces données. On en reparlera beaucoup dans le cadre de ce webinaire. Le volet bilan, études et impact, le pôle bilan, études et impact est piloté par Maya Neuz. Et là, il s'agit vraiment de faire des données de l'agence un vecteur de connaissances, un outil d'aide à la décision et puis un levier d'innovation également. Le portail, je saute à dessein la case politique sciences ouvertes. Le portail appelle projetrecherche.fr avec Aurélia Dito et Géraldine Guérillo. Et là, il s'agit d'améliorer la lisibilité de l'offre de financement, de simplifier les démarches et le partage d'informations entre l'ensemble des acteurs publics. Voilà, et puis je termine donc par le pôle sciences ouvertes qui est piloté par Zoé Ancion et qui prendra la suite de la parole dans un instant. Je voulais également présenter nos différents intervenants. Laurent Racineau, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous et de vous parler du plan de gestion des données de cette collaboration que l'on a avec DMP Opidor. Laurent, merci d'être parmi nous encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que tu interviens. Tu es un habitué maintenant des webinaires de l'agence. Également, Florence. Bonjour Florence Elft à l'ANR qui vous parlera d'Oasis, elle est chef de projet Oasis, outil de collecte des informations scientifiques liées au projet du plan d'action de l'agence. Voilà. Alors, très rapidement, la politique sciences ouvertes à l'ANR, il y a un contexte national et international très fort. Peut-être en quelques mots rapidement, vous voyez pas mal de logos et d'images sur cette slide. On sait qu'il y a eu la loi pour une république numérique en 2016 et puis très rapidement aussi deux plans nationaux 2018 et 2021 qui donnaient vraiment le cadre de la démarche de sciences ouvertes qu'a piloté le ministère. Au niveau européen, vous avez sans doute entendu parler du plan S qui était 10 principes pour un accès ouvert et immédiat aux publications. S'en est suivi le plan pour le libre accès diamant et la France a été un acteur, parmi les premiers acteurs dans la rédaction de ce plan d'action. Et puis, je laisserai Zoé vous donner beaucoup plus de détails sur la suite parce que c'est un volet et un volet vraiment important, cette démarche, cette promotion du libre accès diamant,
que l'on soutient largement en France et à l'ANR en particulier. Et puis oui, au niveau international, il y a eu vraiment ce relais par les institutions pour une démarche de sciences ouvertes. Et puis je mentionnerai avant tout les recommandations en 2021 de l'UNESCO, et qui sont vraiment importantes et intéressantes en ce sens qu'elles donnent une vision très large de la science ouverte et de toutes ses ramifications, avec d'autres concepts importants d'inclusion, par exemple. Également, vous voyez en bas, et c'est plus récent, la déclaration de Barcelone, l'ANR est signataire, sur la promotion d'un partage des informations liées au projet de recherche. Voilà, peut-être un tout petit mot pour conclure cette rapide introduction sur le fait que dans la démarche de l'agence, il y a eu vraiment, depuis 2018, la mise en place progressive d'une politique sciences ouvertes, et puis depuis 4 années maintenant, via le baromètre, et là encore Zoé Ancion va vous en dire beaucoup plus, on suit un peu de quelle façon cette politique sciences ouvertes est bien intégrée dans les politiques, et entre bien en synergie avec les politiques d'établissement, et suivie, et c'est l'objectif du baromètre ANR sur la science ouverte, une adaptation du baromètre national, ce qui nous permet vraiment de suivre l'évolution de l'influence, un peu les effets de cette politique. Et enfin, peut-être le troisième volet, qui est encore plus récent, et que l'on a démarré avec l'appel réseau que l'on a lancé il y a 2 ans déjà, et qui vise à vraiment regarder l'impact et à objectiver l'impact de la science ouverte dans les pratiques de recherche, et de voir quels sont les actuels freins toujours, quels sont éventuellement les leviers, et vraiment d'objectiver l'impact de toutes les actions qui sont menées au niveau, donc encore une fois, national, européen et international. Sans plus attendre, Zoé, je pense qu'il est temps de te passer la parole pour en savoir beaucoup plus sur la science ouverte à l'agence. Merci beaucoup, Martine. Je ne vois plus la présentation. Ah voilà, super, merci. Merci beaucoup, Martine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un peu plus des engagements de l'ANR en faveur de la science ouverte, et puis voilà, des projets en cours, de leur implémentation dans nos appels à projets. Donc pour démarrer, peut-être, voilà, comme Martine l'a déjà souligné, la politique de sciences ouvertes de l'agence, elle est tout à fait inscrite, elle se décline dans le cadre des plans nationaux pour la science ouverte, et la définition qui est centrale et qu'on met au cœur aussi de nos actions, c'est vraiment en phase avec la déclaration pour une science ouverte de l'UNESCO. Et puis ici, on a repris ce qui est indiqué sur le site Ouvrir la science, qui est la page où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la politique nationale de la science ouverte. Donc, la science ouverte, c'est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche. Et elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données, aux codes sources et aux méthodes de la recherche. Et on verra que la politique science ouverte de l'agence, elle est vraiment construite autour de cette vision large des produits de la recherche, donc bien sûr les publications scientifiques, mais aussi les données, les codes sources et les logiciels. Donc notre
voilà, excusez-moi, c'est parce que j'ai des choses bizarres sur mon écran. Voilà, notre politique, elle se veut vraiment comme un accompagnement de la transition vers la science ouverte. Donc, elle est construite autour de plusieurs engagements. Hein. D'abord, de l'ANR. Donc, l'ANR participe à de nombreux comités et groupes, forums autour de la science ouverte. Donc, on peut citer notamment au niveau national toute la comitologie autour des plans nationaux pour la science ouverte. Et puis, on peut citer aussi, par exemple, le working group science ouverte de Science Europe qui nous permet d'échanger sur ces sujets-là avec nos homologues, d'autres agences de financement au niveau européen, mais aussi d'organismes de recherche au niveau européen. C'est aussi une volonté très forte hein, de construire notre politique de sciences ouvertes en partenariat, en adéquation avec des partenaires, notamment au niveau national. Et je pense que la présence de Laurent Racinou ici en témoigne largement. Il y a aussi le réseau Sciences ouvertes des agences de financement français qui regroupe donc l'ADEME, la NRSMIE, l'INCa, l'ANSES et la FRM, avec cette volonté très, très ancrée hein, d'avoir une démarche concertée en faveur de la science ouverte et une harmonisation finalement de nos engagements en faveur de la science ouverte. Et on y reviendra un petit peu plus largement tout à l'heure. On peut citer aussi bien sûr le CCSD avec l'Archive nationale HAL ou la Coalition S. C'est aussi une mobilisation très forte en interne, d'une part du pôle sciences ouvertes dans son ensemble, et donc vous verrez d'ailleurs dans le chat l'équipe sciences ouvertes donc, qui est composée de Juliette Kenyard, Céane Bakam et Nicolas Zarewski qui vont vous pousser pas mal de liens pour que vous ayez vraiment toute la documentation voilà, dont on va discuter aujourd'hui. C'est aussi voilà, un travail en collaboration avec toutes les directions et les services de l'agence, bien entendu la direction des affaires juridiques, mais aussi les autres directions, les départements scientifiques, et on voit bien que, d'ailleurs vous le verrez tout à l'heure, Florence Elft fera vraiment une présentation qui vous permettra de bien comprendre en fait l'impact des engagements en faveur de la science ouverte sur l'ensemble de nos processus en interne également. Et puis, on a élaboré, mis en place depuis le tout début un réseau de correspondants sciences ouvertes qui nous permet à la fois de diffuser éventuellement les évolutions de la politique sciences ouvertes en interne, mais aussi d'avoir un canal de communication plus direct avec les directions et notamment les départements scientifiques pour éventuellement qu'ils puissent nous faire remonter des questionnements spécifiques, des besoins spécifiques. Et bien entendu, on déploie aussi des formations en interne autour de ces sujets. Et c'est la particularité de ces formations, c'est aussi qu'elles ont été pensées en synergie, en adéquation avec les autres agences du réseau Sciences ouvertes, entre les agences de financement françaises, pour finalement qu'il y ait un certain type de module de formation qui puisse être déployé pour l'ensemble du réseau. Et puis une volonté vraiment d'inscrire notre action dans le long terme avec une démarche progressive, donc souvent qui démarre par des recommandations fortes en faveur de pratiques de sciences ouvertes et puis qui progressivement peuvent se transformer en engagements qui sont ensuite déclinés dans nos appels à projets. Oui, je me permets aussi de souligner, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure de la présentation. On les prendra probablement plutôt à la fin, mais vraiment, n'hésitez pas. Et puis, bien entendu, les slides seront mis à disposition à la fin de ce webinaire. Donc, comme je le soulignais, l'approche en faveur de la science ouverte, elle se veut vraiment une approche progressive avec des engagements en faveur de la science ouverte, en fait, dès 2013. Et puis, on voit une accélération très forte à partir de 2018 avec à la fois la loi pour une république numérique,
le lancement de la coalition S, dont l'ANR est un des membres fondateurs, et puis le premier plan national pour la science ouverte, et puis une déclinaison à partir de 2019 par des engagements formalisés dans le cadre de nos appels à projets, et puis avec voilà, des nouveaux engagements, notamment en 2021, la mise en œuvre des principes du plan S, donc pour un accès ouvert, complet et immédiat aux publications scientifiques. Et puis en 2022, notamment le fait que l'ANR a rejoint COARA, donc cette coalition en faveur de la réforme de l'évaluation de la recherche. Donc la mise en œuvre de notre politique de sciences ouvertes dans les appels à projets, elle se traduit autour de 2 grands volets, un volet publication scientifique et puis un volet données de la recherche. En fait, c'est données, code source et logiciel, mais l'engagement formalisé pour le moment est principalement autour des données de la recherche. Donc pour ce qui est du volet publication scientifique, toutes les publications scientifiques issues des projets financés par l'ANR, que ce soit dans le cadre de nos appels à projets France 2030 ou des appels du plan d'action, notamment l'appel à projet générique, doivent être rendues disponibles en accès ouvert immédiat, c'est-à-dire au moment de la publication, avec une licence CC BY ou équivalente. Donc pour vous conforter entre guillemets à cet engagement, la publication peut être publiée dans une revue nativement en accès ouvert. Ça peut être une revue modèle diamant, donc c'est-à-dire dans une revue ou une plateforme qui n'entraîne pas de coût ni pour les auteurs ni pour les lecteurs. Ça peut être également dans des revues avec APC. Si vous utilisez une revue faisant partie d'un modèle avec abonnement, il vous est demandé de mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits, et on va y revenir. Et puis pour les revues avec accords transformants ou journaux transformatifs, ça bien sûr c'est également possible, puisque vous avez à ce moment-là la possibilité de partager votre publication immédiatement au moment de la publication. Donc, pour vérifier qu'une revue est entre guillemets conforme avec la politique de l'ANR, la coalition S a élaboré un outil qui s'appelle le Journal Checker Tool, qui est accessible tout à fait librement, dans lequel donc, vous pouvez indiquer l'agence de financement, le nom de la revue, et puis il va vous dire et il vous indique si cette revue est compatible avec la politique d'accès ouvert de l'agence de financement. Une nouvelle ressource qui est également disponible de manière tout à fait accessible et ouverte, c'est le Diamond Discovery Hub, qui est une nouvelle ressource qui date là de cette année et qui vous permet d'identifier plus facilement des alternatives diamants pour publier, que ce soit des plateformes ou des revues. Par ailleurs, donc, quelle que soit la voie de publication choisie, il vous est demandé de déposer la publication au moment de la publication dans l'archive ouverte HAL avec une licence CC BY, en mentionnant bien ce qu'on appelle le code projet. Donc, c'est la référence du projet ANR qui commence toujours par ANR-l'année de financement, ensuite le nom, enfin des lettres, et puis une suite de chiffres. Et ça nous permet ensuite de retrouver automatiquement vos publications dans le portail HAL ANR, dont on discutera un tout petit peu plus tard. Alors, une particularité qui a été déployée en 2024, c'est qu'au moment du dépôt dans l'archive nationale HAL, si aucune licence n'a été appliquée au document, c'est-à-dire que ni dans le full text, ni dans les métadonnées, il n'y a de licence, une licence CC BY lui sera attribuée
par défaut. Donc bien entendu, ça fait partie des métadonnées. Ces métadonnées, elles sont ensuite modifiables et cette fonctionnalité, elle est accessible selon certaines conditions. Donc il faut que dans la typologie de document, il s'agisse soit un article dans une revue ou une communication dans un congrès, que le fichier contienne bien un texte intégral, qu'il y ait bien cette référence au code projet ANR, qu'il n'y ait pas de champ licence qui soit renseigné et qu'il n'y ait pas non plus de licence détectée dans le full text. Donc cette nouvelle fonctionnalité, elle a vraiment été déployée pour faciliter l'attribution d'une licence, puisqu'il est vraiment très très important d'avoir une licence à son document et de ne pas laisser un document complètement sans licence. Par ailleurs, comme on le soulignait précédemment, l'ANR est vraiment dans cette approche progressive de recommandations dans un premier temps qui ensuite progressivement peuvent se traduire par un engagement. Et donc sur l'accès ouvert aux publications, l'ANR émet 2 recommandations. La première qui concerne plus spécifiquement les chapitres d'ouvrages ou les ouvrages de recherche évalués par les pairs. Et donc là, on vous recommande d'y apposer une licence CC BY et on encourage bien entendu au dépôt du texte intégral du chapitre d'ouvrage ou d'ouvrage dans l'archive nationale HAL en indiquant bien de nouveau la référence du projet ANR. Et on recommande aussi l'association d'un identifiant unique et pérenne, de même que pour les articles scientifiques, c'est également une recommandation forte. Par ailleurs, l'ANR recommande le dépôt des prépublications dans des plateformes ou archives ouvertes. On voulait vous parler un tout petit peu, mais on ne va pas s'attarder trop dessus, mais si vous avez des questions, bien sûr, on pourra y répondre, sur la stratégie de non-cession des droits, puisque, comme je viens de le souligner, une des voies possibles pour la publication en accès ouvert, c'est de publier dans une revue avec abonnement, avec mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits. Donc, la stratégie de non-cession des droits, c'est vraiment un outil au bénéfice du chercheur pour assurer que l'auteur conserve suffisamment de droits pour être en capacité, au moment de la publication, de partager sa version auteur acceptée pour publication dans une archive ouverte, et donc en l'occurrence, dans le cadre de la politique sciences ouvertes de l'ANR, dans l'archive nationale HAL. Donc, le comité pour la science ouverte a élaboré un guide qui est vraiment assez pédagogique sur comment mettre en œuvre cette stratégie de non-cession des droits et qui vous permet, pas à pas, avec voilà, à chaque étape de la publication, quand est-ce qu'on doit indiquer quoi à partir du préprint, à partir du moment où on envoie son manuscrit, etc. Donc, je pense que le lien sera également partagé dans le chat si besoin. Toujours, l'ANR, elle se positionne également sur ce sujet dans une approche tout à fait concertée. Donc, cette stratégie de non-cession des droits, elle a été mise en avant par la coalition S, et donc l'ensemble des membres de la coalition S soutiennent cette stratégie. Elle est également soutenue et recommandée par plusieurs institutions en France, dont UDIS, le CNRS, France Université, l'IRD, l'Université de Lorraine. C'est une stratégie qui est bien entendu tout à fait en phase, en accord avec le plan national pour la science ouverte. Et puis, elle est également préconisée, et c'est une des pistes de travail du réseau Sciences ouvertes entre les agences de financement françaises. Donc voilà, ça c'était pour la partie publication scientifique. Maintenant, quelques mots sur le volet données de la recherche. Donc, l'ensemble des porteurs de projets financés par l'ANR s'engagent à fournir un plan de gestion de données
dont la première version devra être transmise 6 mois après le démarrage scientifique du projet. Le plan de gestion de données qui est vraiment un document évolutif dont on vous recommande de commencer à y travailler dès l'élaboration, dès le démarrage du projet de recherche, et évidemment de le mettre à jour autant que de besoin pendant la durée du projet. Et ensuite, il y a 2 versions qui devront être transmises à l'ANR, une version initiale à 6 mois après le démarrage scientifique, et puis la mise à jour en fin de projet qui devra également être transmise à l'ANR. Donc depuis 2024 maintenant, l'ANR encourage très fortement, recommande très très fortement l'utilisation de ce qu'on appelle le modèle commun structuré du plan de gestion de données qui est disponible sur l'outil DMP Opidor et dont Laurent vous parlera largement dans un instant. Alors pourquoi est-ce qu'on vous propose, on vous recommande d'utiliser ce modèle commun structuré? Donc d'une part, toujours dans cette logique d'harmonisation de nos pratiques, ce modèle, il suit le modèle qu'on appelait précédemment modèle Science Europe, qui est en fait un modèle qui est aujourd'hui implémenté par la majorité des agences de financement au niveau européen, qui est aussi le modèle préconisé, recommandé par plusieurs institutions de recherche en France, dont le CNRS par exemple. Et ce modèle commun structuré, il a des fonctionnalités qui permettent une utilisation encore plus facile de ce plan de gestion de données qui facilite son adoption avec d'une part une autocomplétion automatique pour toutes les parties administratives, donc c'est-à-dire si vous utilisez le modèle commun structuré, vous renseignez votre fameux code projet ANR, et puis l'ensemble des informations, donc titre, acronyme, nom du coordinateur du projet, résumé, etc., sont complétés automatiquement. Ça vous permet également de choisir une typologie pour chaque produit de la recherche à décrire, donc les jeux de données, mais aussi les logiciels pour lesquels il y a un formulaire ad hoc particulier, d'utiliser des référentiels contrôlés, donc des thésaurus, des lexiques, pour décrire les produits de la recherche, de présenter les informations renseignées de manière lisible par les humains et les machines, ce qui va permettre ensuite de faire des analyses beaucoup plus automatisées et beaucoup plus robustes du contenu de ces plans de gestion de données. Et par ailleurs, vous pourrez toujours retrouver l'ensemble des recommandations avec l'utilisation de ce modèle commun structuré. Un dernier petit mot avant de laisser la parole à Laurent pour vous parler plus de ce plan de gestion de données structuré et puis de l'outil DMP Opidor, pour vous dire qu'à l'instar de ce qui avait été fait comme approche progressive pour les publications avec des ouvrages et des chapitres d'ouvrages, on a également une recommandation très forte relative aux logiciels et aux codes sources. Donc, ce qu'on recommande, c'est que les logiciels développés durant un projet financé par l'ANR soient mis à disposition sous une licence libre et que les codes sources soient archivés dans Software Heritage et décrits dans HAL en indiquant la référence du projet, toujours pour pouvoir retrouver ensuite, mettre à l'actif du projet chaque produit de recherche, donc qu'il s'agisse de publications, de jeux de données, de code source et logiciels, et on y reviendra plus largement après. Et Laurent, je pense que la parole est à toi. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis bien Laurent Racinou du CNRS. Et, je travaille à l'INIS, l'Institut de l'information scientifique et technique, et je travaille plus particulièrement dans l'équipe DMP Opidor et au niveau de l'assistance auprès des utilisateurs et auprès des organismes de recherche. Et donc, je remercie l'ANR de m'avoir invité à mettre en avant l'outil DMP Opidor qui est hébergé à l'INIS sur un serveur sécurisé et
qui est mis, à disposition de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est une application, en ligne, depuis, 2016 et qui permet entre autres de créer des plans de gestion de données et en particulier à partir du modèle commun structuré. Alors de profiter également, de recommandations institutionnelles. Vous pouvez également, partager votre plan de gestion de données, pour une, élaboration collaborative et y compris avec des partenaires, étrangers ou privés. Vous pouvez, l'exporter, le télécharger, dans différents formats et également vous pouvez, profiter, de l'assistance, de l'assistance, de votre organisme. Bah, bien sûr si, votre organisme est, administrateur de DMP Opidor. Alors ensuite, je voulais mettre donc en avant, le modèle commun structuré donc à privilégier. Alors, heu, on appelle le structuré parce que les informations, comment? Derrière les questions, les réponses, sont, structurées et dans un format, le format JSON exploitable aussi bien par les machines, exploitable par les machines et donc aussi lisible par les hommes, mais c'est la partie exploitable par les machines qui permet par exemple, le partage, du PGD avec, l'ANR. Ça permet aussi d'importer des informations, depuis d'autres systèmes, d'information. Par exemple, là, on a parlé je vous parlerai de l'import des données administratives des projets, mais vous pouvez aussi interroger depuis votre plan de gestion de données, le référentiel ORCID pour identifier les personnes, le référentiel ROR pour les organisations. Vous pouvez aussi, depuis le plan de gestion de données, accéder, à la base de données DataSite si pour, identifier, des, jeux de données, et les citer, des jeux de données que vous réutilisez pardon. Donc voilà, donc ce modèle, cette structuration et le format, JSON permettent, en fait, la réutilisation, de l'information. Donc voilà, donc la slide suivante, oui, alors ça permet, pourquoi le modèle commun, structuré, ça facilite, aussi le choix, on va dire, pour le chercheur. Quand vous créez un plan de gestion de données, on va vous demander, bon, dans quel contexte, bon, vous voulez créer un plan de gestion de données, le contexte, c'est pour un projet de recherche, par exemple, le choix de la langue, donc français ou anglais, ce qui déterminera, la langue du modèle et des recommandations et le choix du modèle. Quand vous arrivez à l'étape de choix du modèle, nous avons mis en avant le modèle commun structuré recommandé par le réseau des agences de financement françaises et par un bon nombre d'organismes, de recherche. Donc quand vous avez, choisi votre, modèle et en particulier le modèle commun structuré, vous pouvez, importer les informations administratives des vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'importer les renseignements que vous aviez déjà renseignés au moment de la soumission du projet. Donc c'est pour vous éviter de, ressaisir des informations que vous aviez déjà données, auparavant et donc vous pouvez, alors vous allez dans cette fonctionnalité, vous allez choisir le financeur. Donc si vous choisissez l'ANR, vous choisissez alors comme vous voyez, il y a d'autres, agences de financement qui, auxquelles, pardon, pour lesquelles nous avons mis en place cette fonctionnalité. Donc si vous choisissez l'ANR et que vous allez ensuite chercher, le nom du projet, donc la slide suivante, voilà, vous cherchez le nom du projet, vous enregistrez et vous allez avoir une
pop-up va s'afficher et qui va vous demander, là on est du côté partage du plan de gestion de données avec l'ANR, il va vous demander si vous voulez partager avec l'ANR votre plan de gestion de données. Et là, je tiens à vous préciser que cette fonctionnalité de partage avec l'ANR n'est disponible uniquement avec un plan de gestion de données structuré. Donc, euh, et donc si vous cliquez sur oui, donc vous verrez apparaître une petite étiquette plan partagé avec l'ANR. Les informations administratives vont être également automatiquement renseigner votre plan de gestion de données. Alors je précise quand même si vous aviez répondu non pour le partage avec l'ANR, vous auriez quand même ces informations qui viendraient s'afficher. Mais voilà. Donc si vous avez choisi de partager avec l'ANR, vous verrez donc cette petite étiquette. La slide suivante pour vous dire que si vous ne partagez pas à ce moment-là votre plan de gestion de données au moment de l'import, par exemple, si vous aviez déjà importé les informations de votre projet, mais avant que la fonctionnalité de partage soit mise en place, vous pouvez partager votre plan de gestion de données structuré en allant dans l'onglet partager et vous verrez il y a autoriser les organismes tiers et vous choisirez ANR et voilà, votre plan de gestion de données sera partagé. Donc là, j'ai mis une slide pour montrer pourquoi à quoi sert le partage de son PGD structuré avec l'ANR et j'ai mis des liens vers une vidéo comment faire du côté des MPO-PIDOR, mais ensuite comment faire du côté ANR parce que votre plan de gestion de données sera partagé dans le compte Oasis. Mais là, ça sera la partie ANR qui vous expliquera comment faire. Et donc, vous pourrez retrouver l'actualité sur le partage ANR, également sur une actualité de l'ANR. Et donc ensuite, donc là, on était du côté information administrative et ensuite vous passez à la partie rédaction où vous allez décrire la gestion de vos données ou logiciels et vous pouvez dans DMPO-PIDOR aussi bien décrire la gestion des données des jeux de données que des codes et logiciels parce qu'il y a un formulaire spécifique pour la description de la gestion des données et un formulaire spécifique pour la gestion des codes et des logiciels. Donc là, si je choisis donc le type jeu de données ou autre que logiciel, la slide suivante, vous allez arriver sur un comment dire, les diverses questions en rapport avec la gestion de vos données, donc de la collecte des données au partage et à la conservation à long terme, en passant aussi par le stockage, les problématiques de RGPD ou autres, ou éthiques. Et donc, vous aurez des questions adaptées à la description de la gestion des données. Ensuite, si vous pouvez décrire également pendant votre projet de recherche, il se peut que vous développiez un, un logiciel et donc si vous avez à décrire la gestion de logiciel, si vous choisissez le type logiciel, vous aurez bien sûr un questionnaire adapté au logiciel avec, comme vous voyez, des informations, des questions spécifiques au logiciel et également dans la slide suivante, avec également des référentiels spécifiques, par exemple là, les licences vraiment adaptées au
au logiciel. Donc la slide suivante. Donc là, je voulais mettre en avant le fait que ce questionnaire pour le code et logiciel a été produit par un groupe de travail qui réunit les membres des ateliers de la donnée de recherche DataGouv et l'équipe des MPOPIDOR qui s'est occupée d'implémenter ce formulaire, et avec le soutien du collège Code Source et Logiciel du comité pour la science ouverte, avec là toujours des liens. Alors, pendant la rédaction de votre plan de gestion de données, vous pouvez vous aider de recommandations. Et là, dans mon exemple, vous pouvez, là, quand j'ai fait les slides, j'étais connecté en tant que CNRS, donc vous pouvez, comment dire, par défaut, les recommandations du CNRS ont été cochées, mais j'ai une liste d'autres organismes qui proposent des recommandations. Donc, si ensuite donc je sélectionne d'autres organismes ou pas, et donc tout au long de la rédaction de mon plan de gestion de données, j'aurai à côté de chaque question des recommandations du CNRS, donc là, pour la description des données, mais il peut avoir tout au long du comment? J'ai aussi la slide suivante, c'est par exemple des recommandations du service protection des données, du CNRS, qui donne des recommandations, en ce qui en ce qui concerne la protection des données à caractère, personnel. Donc ça, c'est des aides, institutionnelles, mais, vous pouvez également avoir comme autre type d'aide, à travers votre plan de gestion de données. La slide suivante, dans votre plan de gestion de données, vous avez un onglet si votre, organisme de recherche est, dans votre organisme est, un service d'accompagnement qui est, administrateur de DMP-OPIDOR, vous verrez apparaître un onglet, demande d'assistance, conseil, et par exemple, le CNRS, a un service d'accompagnement, à travers, la direction des données de la recherche du CNRS, et donc si vous cliquez, sur, demande d'assistance conseil, vous serez mis en contact avec le service d'accompagnement, et qui recevra un message comme quoi vous avez, besoin d'assistance. Vous pouvez voir aussi d'autres onglets, vous pouvez partager avec d'autres collaborateurs, comme je disais, et aussi exporter votre plan de gestion de données, le télécharger dans différents formats, PDF, DocX et autres, pour en faire pour en garder, une copie. Et donc dans la slide suivante, Heu, donc là, j'ai remis, quelques autres spécificités, mais que je vais pas aborder en détail, hein. Mettre en avant les différents contributeurs avec leurs identifiants, les informations, donc ORCID, ROR et cetera, comme je mettais, et donc un lien aussi. Vous pouvez, mettre en avant les rôles des différents intervenants dans un projet. Et donc, les slides suivantes, je pense, alors, on va passer toutes ces informations, toutes ces slides, tu peux passer Zoé, s'il te plaît. Voilà. Là encore, là, parce qu'autrement, et donc pour vous aider, voilà, je voulais vous montrer que pour vous aider, pour en savoir plus sur les fonctionnalités des MPOPIDOR qui sont, on va dire, assez nombreuses, il y a un webinaire prévu le 11 décembre. Il y a également un tutoriel, de présentation de toutes les fonctionnalités. Vous avez un lien aussi vers Recherche DataGouv, et en particulier les ateliers de la donnée qui sont des aides, locales pour la gestion, et en particulier, pour, les plans de gestion, une aide pour des services d'accompagnement pour, les plans de gestion de données. Et ensuite la dernière, il y a une autre slide, suivante peut-être, voilà, et également d'autres ressources, en ligne. Voilà, donc là, je pense que j'ai terminé
pour DMP Opidor. Merci. Et voilà donc les contacts. Merci. Merci beaucoup, Laurent. À ce stade, je vois pas de questions spécifiques sur Opidor, mais en tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions, on les prendra à la fin, s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées dans les présentations. Donc voilà, merci, hein, Laurent, je pense que vraiment c'est très important et ça permet voilà, de vraiment mettre en avant cette collaboration entre l'ANR et DMP Opidor pour essayer vraiment de faciliter au maximum l'utilisation de ce plan de gestion de données comme un outil au bénéfice des chercheurs, hein, et de faire en sorte ensuite, avec cette nouvelle fonctionnalité de partage, donc cette fonctionnalité de partage, elle a été déployée en juin dernier, donc cette fonctionnalité vous permet de partager automatiquement le contenu de votre plan de gestion de données avec des institutions, dont l'ANR. Et nous, ça nous permet ensuite de pouvoir mener des, excusez-moi, des analyses sur ces plans de gestion de données. Donc, sur cette slide, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est donc on monitore, on essaye vraiment de mesurer l'adoption de ce plan de gestion de données structuré, le modèle structuré. Donc, on a déjà fait plusieurs analyses sur les plans de gestion de données qu'on recevait précédemment, mais qui étaient majoritairement du format PDF non structuré, donc difficilement exploitable. Avec ces formats, on a pu avoir des premières grandes tendances, mais pas des analyses très robustes. Donc là, ce qu'on voulait souligner, c'est que depuis juin dernier, c'est intéressant puisqu'on voit qu'il y a déjà plus de 345 projets qui ont choisi d'utiliser ce modèle structuré et de le partager avec l'ANR, ce qui nous permet ensuite de les analyser. Alors, on trouve que c'est un signal plutôt positif puisque entre juin et là, en fait, les lauréats du précédent appel à projet générique ont été connus, mais les premiers plans de gestion de données qu'on devrait recevoir sur l'appel à projet générique qui ont été financés là en 2025, on ne les recevra que en 2026, 6 mois après le démarrage du projet. Ils sont en cours de conventionnement. Donc, il y a bien un effet rétroactif et ça, c'est vraiment intéressant puisque ça veut dire que voilà, les porteurs de projets financés par l'ANR voient bien l'intérêt qu'il peut y avoir au partage de ce plan de gestion de données avec l'ANR de manière automatisée. Sur cette slide, ce qu'on a souhaité vous mettre en exergue, c'est les entrepôts qui sont mentionnés donc, sur ce corpus de 345 plans de gestion de données en version initiale, puisque c'était uniquement des plans de gestion de données en version initiale, donc 6 mois après le démarrage du projet. Donc ces plans de gestion de données, bien sûr, ils ont vocation à avoir des nouvelles informations, à évoluer aussi en fonction du projet de recherche. Donc, ce que vous retrouvez là, c'est la liste des entrepôts qui sont mentionnés dans ces 345 plans de gestion de données. Les petites flèches vertes qui montent, c'est ce qu'on a souhaité faire, c'est de vous montrer des tendances. Donc, Nicolas Zarewski, qui travaille au sein du pôle sciences ouvertes et qui s'occupe plus particulièrement de l'analyse de ces plans de gestion de données. Il avait précédemment réalisé des analyses sur des corpus de plans de gestion de données non structurés du format PDF. Donc, on ne peut pas avoir des informations 100% fiables. Néanmoins, on peut avoir des premières tendances. Et donc, on avait souhaité analyser quels étaient les entrepôts qui étaient mentionnés dans ces plans de gestion de données. Et donc, les petites flèches, c'est lorsqu'on voit que ces entrepôts étaient précédemment mentionnés, mais qu'aujourd'hui, leur adoption, a priori, elle a nettement augmenté. Tous les entrepôts que vous voyez et qui sont soulignés en jaune, ce sont les entrepôts qui font partie de la liste des entrepôts
identifiés comme dignes de confiance par le Comité pour la science ouverte, et on aura l'occasion d'y revenir, dont également les entrepôts recherche.data.gouv. Donc, pour ce qui est de ces entrepôts, pour ce qui est du partage et du choix des entrepôts, l'ANR, elle recommande évidemment de privilégier des entrepôts dignes de confiance. Donc, cette notion de digne de confiance, effectivement, c'est pas toujours très facile de choisir quel est un entrepôt digne de confiance. Donc, il y a plusieurs leviers qui peuvent aider dans ce choix. D'une part, dans le cadre du guide élaboré par Science Europe, auquel on avait largement contribué autour donc, de ce modèle de plan de gestion de données, il y a une annexe avec des critères qui peuvent aider à identifier qu'est-ce qu'un entrepôt digne de confiance. Et puis, le Comité pour la science ouverte a élaboré, il me semble en 2024, si je ne dis pas de bêtises, une première liste d'entrepôts thématiques de confiance à partir des critères de sélection qui sont tout à fait explicités, bien entendu. Et cette liste, elle a vocation à être enrichie et mise à jour très régulièrement. Donc ça, c'est évidemment une ressource utile pour le choix des entrepôts. Et si aucun entrepôt thématique de confiance n'est identifié, l'ANR recommande de privilégier l'entrepôt national recherche.data.gouv, soit dans l'espace générique, soit dans un espace institutionnel. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question précisément sur ce sujet dans le chat. C'est bien entendu, il y a des services d'accompagnement qui sont à disposition des chercheurs et chercheuses sur le territoire français aujourd'hui. Donc, il y a notamment les ateliers de la donnée. Donc, les ateliers de la donnée, ce sont des structures en proximité géographique avec une vraie politique de site qui sont à destination des équipes de recherche et qui permettent d'apporter une expertise et de l'accompagnement sur tout le cycle de vie de la donnée. Donc aujourd'hui, il y a déjà 19 ateliers qui sont labellisés et vous voyez sur la carte qu'il y a quand même une couverture géographique qui commence à être vraiment conséquente. Et puis, il y a 3 ateliers qui sont en cours de labellisation. Donc, chaque atelier a ses spécificités, mais il y a certains services que vous retrouvez systématiquement dans les ateliers de la donnée, notamment un service autour de l'accompagnement à la rédaction du plan de gestion de données, des services autour de la férisation des données, de comment s'assurer que ces données soient faites dès le début, d'un accompagnement autour du choix d'un entrepôt pour les jeux de données. Il y a également généralement des formations et souvent des conseils autour de tout ce qui est questions juridiques et éthiques autour de la gestion de ces données. Par ailleurs, dans de nombreux établissements, vous avez des cellules d'appui au montage de projets qui peuvent également vous aider autour de toutes ces questions des jeux de données, de la gestion de ces jeux de données, du choix de l'entrepôt, du choix de format, du choix de la durée de conservation. Donc, sur ces questions-là, l'ANR se positionne vraiment en soutien aux politiques des établissements, aux politiques mises en place par les universités, les organismes de recherche. Et donc, on vient se faire le relais de ces recommandations, mais c'est en aucun cas l'ANR qui va donner une liste de formats obligatoires ou d'entrepôts uniques dans lesquels il faudrait déposer ces jeux de données. On recommande les bonnes pratiques qui sont déployées et mises en œuvre par le Comité pour la science ouverte, par la RDA, par Science Europe, par des établissements. Et donc, on vous encourage vraiment à solliciter ces ateliers de la donnée et vos cellules d'appui
sur toutes ces questions, et ce, dès le démarrage du projet, et aussi parce qu'on a reçu des retours de certains ateliers de la donnée ou cellules d'accompagnement qui nous disaient que parfois ils étaient sollicités lors du montage d'un projet, et puis ensuite ils étaient plus trop sollicités, ou ils étaient de nouveau sollicités mais très tardivement. Donc nous, on vous recommande vraiment, dans les bonnes pratiques, de solliciter ces services dès le montage du projet, et puis ensuite de refaire un point avec eux de manière régulière pour vous assurer que voilà, l'ensemble de la gestion des données respecte des bonnes pratiques, notamment autour de toutes ces notions de fairisation des données de la recherche. Alors, avant d'entrer sur ce sujet-là, peut-être une petite précision qui me paraît important d'apporter, c'est concernant les coûts associés aux dépenses, entre guillemets, de sciences ouvertes. Donc, pour ce qui est des publications scientifiques, à l'heure actuelle, tout ce qui est coût pour favoriser l'accès ouvert aux publications, notamment donc les APC, sont des dépenses éligibles dans le cadre de vos projets de recherche. Pour ce qui est des données de la recherche, l'ensemble des coûts liés à la gestion des données de la recherche, donc recrutement par exemple de quelqu'un en charge de la gestion des données, stockage de données, etc. Ce sont des coûts éligibles dans le cadre du projet. Donc, c'est-à-dire que la dépense doit être effectuée et que le service doit être fait pendant la durée du projet. Il y a une exception pour le stockage des données. C'est une dépense qui est éligible jusqu'à 5 ans après la date de fin du projet, sous réserve que la prestation avec le tiers, elle ait bien été signée pendant la durée de vie du projet. Mais étant donné les pratiques en faveur du stockage des données de la recherche, voilà, c'est une dépense qui est éligible jusqu'à 5 ans après la date de fin. Et on pourra vous pousser dans le chat la fiche d'éco-éligible qui précise bien ça et qui permet voilà, qui liste bien l'ensemble de ces dépenses éligibles. Quelques mots sur la démarche « Dites-le nous une seule fois ». Donc, en effet, dans le cadre de la politique sciences ouvertes de l'ANR, les porteurs de projets s'engagent à partager une série, leurs produits de recherche, notamment par l'intermédiaire de l'Archive nationale HAL. Mais on vous demande cet effort parce qu'ensuite, notamment pour HAL, et on va le voir tout de suite, ça va nous permettre, nous, de collecter l'ensemble de ces informations, de les mettre à l'actif, au crédit du projet. Donc, pour ce qui est, par exemple, du portail HAL ANR, ce portail il a été élaboré et lancé depuis 2020. Donc, lors du dépôt dans HAL, il vous est demandé d'associer le code décision. Donc, c'est une démarche qui a été nettement simplifiée puisque précédemment, c'était un champ libre et aujourd'hui, l'ANR dépose ces données administratives, c'est-à-dire la liste des projets financés avec leur titre, leur résumé, leur acronyme sur data.gouv. Et ensuite, si vous commencez à compléter votre code projet ou l'acronyme de votre projet dans HAL, dans les métadonnées, pour bien associer la publication au projet, en fait, il y a un menu déroulant qui va vous être proposé. Vous pourrez choisir le code qui convient et ensuite, à l'instar de ce qui est fait sur le plan de gestion de données structurées, toute la partie administrative, donc titre, acronyme, etc. du projet, sera complétée automatiquement. Et puis, vous pourrez retrouver dans le portail HAL ANR la publication à l'actif du projet. Donc, pour déposer votre publication, vous pouvez choisir n'importe quel portail institutionnel. Donc, un chercheur, par exemple, financé par le CNRS peut déposer sa publication via son portail institutionnel. Et dans les métadonnées, il indique qu'il a été financé par l'ANR, il renseigne son code décision et ensuite, ça va nous permettre de retrouver la publication dans le portail HAL ANR. Donc, le portail
HAL ANR, il offre la spécificité, c'était vraiment quelque chose de neuf, d'une navigation, une consultation des publications par projet. Précédemment, dans HAL, vous aviez une navigation et une consultation classique, bien sûr par auteur, par publication, mais il n'y avait pas cette fonctionnalité de naviguer par projet. Et ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée en partenariat avec le CCSD et qui maintenant est également utilisée par l'ensemble des membres du réseau Sciences ouvertes entre les agences de financement françaises, puisqu'elles elles sont toutes en train ou elles ont toutes déjà déployé leur propre portail de consultation. Donc, vous voyez ici que vous pouvez effectuer une recherche, bien sûr classique, par auteur, par publication, mais également par projet, par édition ou juste ANR. Et donc, ça va vous permettre de visualiser une publication. Vous allez pouvoir très vite vérifier à quel projet elle est rattachée, est-ce qu'elle est rattachée à plusieurs projets. Ensuite, vous pouvez avoir des consultations de toutes les publications sur un seul projet et de faire des recherches ad hoc sur ce sujet. Par rapport aux données de la recherche, on a souhaité mettre en place la même logique avec l'entrepôt recherche.data.gouv. Donc, au moment où vous déposez un jeu de données dans recherche.data.gouv, vous avez la possibilité de mentionner ce fameux code projet dans les métadonnées. Et donc, ça va nous permettre ensuite de mettre à l'actif du projet l'ensemble des jeux de données identifiés dans recherche.data.gouv. Et vous avez une petite vidéo très pédagogique sur la manière et l'endroit précis dans les métadonnées où vous pouvez indiquer ce code projet. Et c'est à l'instar de ce qui est fait pour le portail à l'ANR ou pour le plan de gestion de données structurées, vous sélectionnez votre code décision, donc ce code projet, et ensuite le reste des données administratives est automatiquement complété. Et donc, voilà, sur ce graphe, on a vraiment souhaité illustrer cette logique « dites-le nous une fois ». Donc, l'ANR dépose sur data.gouv ses données administratives. Donc, vous allez retrouver l'ensemble de la liste des projets financés dans le cadre de France 2030 et dans le cadre du plan d'action, avec le titre, l'acronyme, les porteurs de projets, les résumés. Ensuite, ces jeux de données, ils sont moissonnés par plusieurs de nos partenaires, dont le CCSD pour l'Archive nationale HAL, l'INIST pour l'outil DMP-OPIDOR et recherche.data.gouv. Et donc, ça va vous permettre, au moment où vous utilisez ces outils ou ces infrastructures, ça va permettre à l'auteur ou le porteur de projet de s'assurer que son produit de la recherche, qu'il s'agisse d'un jeu de données, d'une publication, d'un plan de gestion de données, d'un code source ou d'un logiciel, il soit bien associé à son projet. Et ensuite, ça va permettre pour les projets relevant notamment du plan d'action, de pouvoir, dans la plateforme de suivi Oasis qui va vous être présentée tout de suite par Florence, de pouvoir retrouver dans la plateforme de suivi de projet Oasis, à l'actif du projet, l'ensemble des produits de recherche qui auront bien été associés. Et donc, quand vous vous connecterez, si un porteur de projet, se connecte sur son outil de suivi sur la plateforme Oasis, il va pouvoir retrouver son plan de gestion de données structurées s'il a coché la fonctionnalité partage automatique avec l'ANR. Il va pouvoir retrouver certaines informations. Il va pouvoir retrouver les publications identifiées dans le portail à l'ANR associé à son projet, mais aussi les jeux de données et les codes sources et logiciels. Et je m'arrête là pour passer la parole à Florence Helft. Merci Zoé. Alors, je vais vous présenter justement l'outil de suivi scientifique Oasis qui a été déployé il y a un peu moins de 2 ans maintenant auprès des
projet du plan d'action de l'ANR. Donc, c'est un outil qui s'inscrit en droite ligne avec la démarche « Dites-le nous une fois », qui est donc vraiment conçu pour récolter des données au fil de l'eau auprès des responsables scientifiques des projets soutenus par l'ANR, donc dans le cadre du plan d'action. Et les responsables scientifiques de ces projets vont pouvoir, grâce à l'outil, renseigner au fur et à mesure les avancées et retombées de leur projet, donc ça dès le début du projet, du démarrage scientifique, et jusqu'à 5 ans après la fin du projet. Donc de centraliser les informations et de les enrichir au fur et à mesure. Voilà à quoi ressemble l'écran d'accueil Oasis. Donc un responsable scientifique peut retrouver ses projets auxquels il participe en tant que coordinateur ou partenaire de projet, et il va y avoir plusieurs fiches associées à chacun de ces projets. Donc une fiche communication qui va permettre de valoriser auprès du grand public les avancées du projet, une fiche science ouverte qui correspond en fait au plan de gestion de données qui est à livrer en 2 versions à l'ANR, et une fiche compte rendu qui va permettre donc de donner des informations au fur et à mesure à propos du projet et de constituer à la fin du projet le rapport final qui est à livrer à l'ANR. Donc, il y a des actions spécifiques sur chacune de ces fiches. On peut modifier, donc venir renseigner des informations sur le projet. On peut soumettre la fiche quand ça correspond à un livrable scientifique, donc comme je vous l'ai dit, le compte-rendu et les 2 versions du plan de gestion de données. Et on peut aussi à tout moment exporter la fiche en format PDF pour récupérer le contenu saisi ou automatiquement récupéré de sources externes dont je vais vous parler juste après. J'indique juste là, en haut de la page, vous avez une aide FAQ qui comporte tout un tas de sections et qui répond normalement à la majorité des questions si vous voulez savoir un peu plus sur le fonctionnement d'Oasis. Donc, dans ce principe, dites-le nous une fois, vous avez bien senti venir, et mes collègues l'ont déjà introduit, qu'une bonne partie des données dans Oasis sont déjà automatiquement pré-remplies, puisqu'elles proviennent de sources donc, qui sont présentées là. On a le système d'information métier ANR, le SIM. On a aussi HAL, recherchedata.gouv.fr et DMP au pied d'or plus récemment. Donc, je vais détailler un petit peu toutes ces sources. Donc, on a tout d'abord notre système d'information métier qui va faire redescendre dans la section identité du projet de la fiche compte-rendu d'Oasis toutes les informations relatives au projet et qui sont mises à jour chaque semaine. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une modification dans les dates ou la composition du consortium, par exemple, ça va être mis à jour dans les fiches Oasis et donc du coup, l'information sera synchronisée chaque semaine. On a aussi toutes les sources externes, donc HAL, recherchedata.gouv.fr et DMP au pied d'or, qui à partir du moment où la métadonnée financeur ANR avec l'identifiant du projet est renseignée, va redescendre dans Oasis dans la section production du projet, avec une petite action de l'utilisateur qui va devoir appuyer sur le bouton « Actualiser les données » pour rafraîchir s'il y a eu des nouveaux dépôts depuis le dernier affichage. Donc ça va concerner pour HAL tous les types de productions qui ont été renseignés dans HAL. Pour recherche data.gouv.fr, ça sera donc des citations des jeux de données qui ont été déposés. Et pour DMP au pied d'or, on va pouvoir afficher des informations clés qui ont été renseignées dans l'outil. Je vais passer l'une après l'autre sur ces sources externes. Donc, concernant HAL, on va retrouver dans la section production du projet différentes rubriques qui vont en fait regrouper toutes les typologies HAL qui sont disponibles pour les productions. Donc, vous les voyez là, il y a publication et communication, pré-publication documents de travail, travaux universitaires, logiciels code source et autres médias. Donc, tout ça, ça provient des productions qui ont été déposées dans HAL et où la métadonnée financeur ANR et l'identifiant du projet ont été renseignés. Donc là, vous le voyez sur l'animation, c'est très simple. Il faut se rendre dans les métadonnées du dépôt et vous renseignez
par exemple, soit le code décision, soit l'acronyme du projet, et HAL va vous proposer justement le projet en question, et vous n'avez plus qu'à cliquer, et il sera lié avec le dépôt. Et voilà une visualisation de comment ça se traduit dans Oasis. On va avoir dans la section production du projet les citations et les identifiants pérennes associés qui vont être centralisés dans cette section production du projet. Et donc, vous voyez là différentes typologies de production. Pour ce qui en est de recherche-data.gouv, les informations dans Oasis vont être affichées dans la rubrique « Données de la recherche ». Et donc ça, à partir du moment où un jeu de données est déposé, donc soit dans l'espace générique, soit dans un espace institutionnel sur recherche-data.gouv, vous avez la possibilité d'ajouter des informations sur la subvention, notamment l'agence de financement, donc il faut choisir Agence nationale de la recherche, et il va falloir aussi indiquer l'identifiant du projet, où là, ça va être le code décision, donc type ANR, édition, appel à projet et une suite numérique. Et là, vous avez quand même une petite aide à la décision, puisque quand vous rentrez le code décision, automatiquement, l'acronyme et le titre du projet vont être affichés, donc vous pouvez vérifier quand même que c'est le bon projet que vous avez lié. Et voilà, une fois que ça c'est fait, on retourne dans Oasis. En actualisant les données HAL, RDG et DMP Opidor, vont s'afficher les jeux de données qui ont été renseignés dans RDG. En ce qui concerne DMP Opidor, on va pouvoir activer l'affichage des informations dans une fiche dédiée sur Oasis. Il y a cependant quelques conditions. Donc, comme pour de conditions très, très générales sur tout mon discours, même avant, pour avoir cette fiche et afficher des informations dans Oasis, il faut être concerné par un suivi Oasis. Et donc, pour ça, il faut être un projet du plan d'action à partir de 2019. Donc, dans Oasis sont concernés tous les projets de l'appel à projet générique, donc ça représente quand même plus de 9000 projets en suivi, puisque là, les 2025 viennent de débarquer sur Oasis, donc ça commence à faire pas mal de projets. Mais on a aussi des appels à projets spécifiques, comme l'appel Chlordécone 2022, Écophyto-maturation 2023, exploitation scientifique des données et des infrastructures de recherche, tous les appels science avec et pour la science, hors montage CSTI, qui sont aussi dans Oasis, et plus récemment, les projets de l'appel à projet réseau. Donc ça, c'est côté ANR, et côté DMP Opidor, je redis ce qui a déjà été dit. Pour pouvoir afficher les informations clés dans Oasis, il faudra utiliser un modèle commun, le modèle commun structuré, ou en tout cas avoir utilisé un modèle structuré si vous avez commencé il y a un petit peu de temps et que le modèle commun n'était pas encore à disposition. Et il faut activer la fonctionnalité de partage avec l'ANR. Donc ça, une fois que vous êtes sur votre plan de gestion de données, vous avez un onglet partager et là-dedans, vous pouvez trouver partager avec des organismes tiers et il faut sélectionner ANR. Vous pouvez aussi le faire dès la création du plan de gestion de données dans DMP Opidor. Normalement, c'est quand même très facilité et bien affiché. Voilà, donc là, je vous présente la fiche plan de gestion des données dans Oasis, qui n'est pas synchronisée avec DMP Opidor, mais j'attire votre attention sur la fonction de dépôt d'un document pour récupérer l'intégralité d'un plan de gestion des données. Donc, on a mis à disposition cette chose-là pour être le plus inclusif possible et permettre le dépôt dans Oasis d'un PGD qui n'aurait pas été rédigé avec un modèle structuré. Donc, ça peut être avec une trame on va dire, ancestrale de PGD, et vous pouvez quand même déposer et soumettre votre fiche dans Oasis pour le plan de gestion des données. Et là, un petit aperçu, une fois qu'on a synchronisé les données, on va avoir
Donc toujours la possibilité de déposer un plan de gestion de données, mais des informations générales sur le PGD et sur les produits de recherche qui ont été décrits sur DMP ou PIDOR. Donc j'ai fini pour ma présentation. J'ai mis ici quelques petites informations pratiques. Donc encore une fois, l'aide FAQ qui est directement sur Oasis. L'accompagnement est assuré par les chargés de projets scientifiques de l'ANR et donc du coup, si vous avez des questions en tant que responsable de projet, n'hésitez pas à vous tourner vers eux pour poser toutes vos questions. Il existe aussi une hotline Oasis pour les questions peut-être un peu plus techniques, mais qui peut être abordable pour n'importe quelle autre question. Et enfin, il y a un webinaire dédié à l'utilisation d'Oasis, donc un rendez-vous de l'ANR, le 18 décembre 2025. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'ANR pour venir nous rejoindre à ce moment-là. Merci beaucoup, Florence. Alors, j'ai l'impression que du coup, je dois repartager ou pas. Ah non, peut-être pas. Alors, attends. Excusez-nous. Ouais, voilà, je vais passer tes slides là pour poursuivre. Pendant que je passe les slides, j'en profite pour répondre à quelques questions que j'ai vues passer dans le chat. Donc, non, les APC dans des revues hybrides ne sont pas des dépenses éligibles. Ça, c'est bien indiqué clairement. Oui, il y a déjà une recommandation très forte pour associer les données que les données associées aux publications soient bien partagées. Et ça fait partie de nos textes dans le cadre de nos appels à projets. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur une demande sur le fait de savoir s'il y avait une discussion autour de l'éligibilité des APC. Oui, tout à fait, c'est un sujet qui nous préoccupe et dont on discute beaucoup, mais de la même manière que pour tout le reste de notre politique, on souhaite le faire de manière très concertée. Donc, c'est un sujet qui est discuté à la fois dans le cadre de la coalition S, c'est un sujet qui est discuté dans le cadre du Working Group Open Science de Science Europe, et c'est aussi un sujet qui est discuté avec nos homologues dans le cadre du réseau Sciences Ouvertes entre les agences de financement françaises, de savoir est-ce qu'il faudrait supprimer l'éligibilité des APC dans les projets de recherche. On voit qu'il y a plusieurs organismes philanthropiques qui ont déjà passé le cap, comme la Gates Foundation, par exemple. Donc, c'est un sujet de discussion pour répondre à la question, oui. Et enfin, j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce que c'était envisagé qu'Oasis moissonne des choses comme des entrepôts comme Nakala. Alors, pour le moment, l'approche qu'on souhaite privilégier, c'est d'utiliser la fonction catalogue de recherche.data.gouv pour tout ce qui est donné de la recherche. Et donc, cette fonction catalogue, elle est en cours là de déploiement. Donc, on attend de collaborer avec eux et de retravailler avec eux pour voir comment, une fois que cette fonctionnalité sera complètement déployée, comme la fonctionnalité catalogue de recherche.data.gouv, elle sera censée moissonner de plus en plus de sources. Nous, on risque vraiment d'utiliser plutôt cette fonctionnalité de catalogue, voire à un moment d'utiliser cette partie catalogue, cette fonction catalogue de recherche.data.gouv, et d'avoir un engagement similaire à ce qui est demandé pour les publications dans HAL, donc pour le volet données de la recherche avec cette fonction catalogue. Ça, c'est un sujet qui est en cours de discussion actuellement. Donc, pour terminer cette présentation, et je vois qu'on est bien dans les temps, c'est super. Généralement, on arrive à tenir ce webinaire en une bonne heure et demie. Donc, je pense qu'on devrait y arriver à nouveau. Mais bien sûr, on sera là pour répondre aux questions s'il y en a plus. On voulait revenir sur quelques projets en cours ou actions phares en faveur de la science ouverte de l'ANR. Donc, d'une part, on voulait vous parler, et Martine Garnier-Rizet l'a fait dans son introduction,
Donc l'ANR, et ça fait vraiment partie de nos engagements en faveur de la science ouverte, c'est donc nos engagements en faveur de la science ouverte, il y a d'une part la promotion de l'accès ouvert complet et immédiat, on en a parlé. Il y a le soutien au partage et à l'ouverture des données de la recherche et des logiciels. Il y a la promotion de cette approche concertée, tant au niveau national qu'au niveau international et évidemment européen. Mais il y a aussi le fait que l'ANR, en tant qu'agence, soutient de la recherche sur la science ouverte en lançant des appels dédiés. Et donc, Data ANR, qui est la plateforme de visualisation des données de financement de l'agence, que je vous encourage à consulter, il y a une page spécifique qui rassemble l'ensemble des données relatives aux appels sciences ouvertes lancés par l'agence. À ce jour, il y en a 4. Donc en 2019, un appel flash sur les pratiques de recherche et données ouvertes. En 2022, un appel un appel lancé dans le cadre de l'Eranet Chistera sur les données et logiciels de recherche ouverts et réutilisables. En 2023, un appel recherche, en fait c'est un appel de type recherche sur la recherche en sciences ouvertes. Et puis récemment, là en 2025, un nouvel appel dans le cadre de l'Eranet Chistera dont les résultats viennent d'être publiés sur la science dans votre langue. Donc pour le moment, cette page sur Data ANR, vous allez retrouver les données pour les 3 premiers appels. Les résultats de l'appel science dans votre langue seront intégrés là très prochainement. Alors un autre, voilà, une action dont on voulait parler, et là aussi, Martine l'a évoqué dans son introduction. Donc l'ANR a sa déclinaison locale du baromètre national, donc le baromètre Sciences ouvertes, qui a vraiment vocation d'accompagner, de mesurer l'impact de la politique de sciences ouvertes de l'agence et de donner de la visibilité sur les voies de publication privilégiées. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment quand même dans un mouvement de constante augmentation, puisqu'on passe à un taux d'accès ouvert en 2019 en 2018 de 54% à 87% en 2024. Ce chiffre est à comparer au chiffre du baromètre national qui est de 65%. Donc, on voit qu'en tout cas, il semble que le fait d'avoir une politique et un engagement fort en faveur de la science ouverte qui soit demandé aux porteurs de projets financés par l'agence, eh bien, ça a un impact réel sur les pratiques en faveur de l'accès ouvert aux publications. Et donc, vous retrouverez aussi dans le chat le lien vers ce baromètre de la science ouverte. Et donc, vous pourrez consulter, hein, il y a toute une série de graphiques qui sont disponibles. On n'en montre que 2 dans le cadre de ce webinaire. Ce deuxième graphique pour souligner, parce que la spécificité, ou une des spécificités de l'agence, c'est de soutenir des recherches dans toutes les disciplines. Et donc, ce graphique vous permet vraiment de mettre en exergue qu'il y a une dynamique à l'œuvre dans l'ensemble des disciplines sur ces pratiques de sciences ouvertes. Donc, pour élaborer ce baromètre ANR de la science ouverte, on constitue un corpus de l'ensemble des publications issues des projets financés par l'agence. Donc, pour ce faire, c'est Céane Bakam qui travaille énormément sur ce sujet, notamment aussi avec Juliette Kenyard qui est en charge de l'animation et du suivi du portail ANR. Donc, notre objectif, c'est de constituer une bibliothèque. On a utilisé Zotero pour ce faire, de toutes les publications associées au projet financé par l'agence depuis sa création, mais on monitore ça avec beaucoup plus de complétude depuis 2016. Donc, pour collecter l'ensemble de ces publications, on va utiliser différentes sources. Bien sûr, HAL,
et le portail à l'ANR, des ressources ouvertes comme OpenAlex, complétées par des ressources comme le Web of Science et bien sûr, aujourd'hui encore, l'analyse des rapports finaux qui ont été reçus, hein, notamment sur les éditions anciennes. Le graphe qui vous est présenté ici, c'est pour vous montrer, et c'est tout l'intérêt, c'est aussi pour ça qu'on vous demande de déposer vos publications dans HAL et d'associer vos publications avec ce fameux code décision. C'est qu'en fait, on voit que le pic de publication par rapport à un projet financé, il arrive plusieurs années, évidemment, après le début du projet. Et en fait, la pratique de publication, elle continue encore largement après la fin scientifique du projet. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est tellement important d'avoir ces pratiques de dépôt dans HAL et d'association de son code décision, parce que, y compris dans Oasis, on va pouvoir continuer à suivre, et nous, dans nos outils de monitoring, donc dans le cadre du baromètre Sciences Ouvertes, on va pouvoir continuer à suivre la production scientifique associée à un projet financé par l'ANR, y compris après la date de fin. Et donc, pour ce qui est des données de la recherche, on a la même ambition, hein, d'arriver à déployer des outils de monitoring, notamment avec tout ce travail de collaboration avec recherche.data.gouv et le plan de gestion de données structurées, pour essayer de suivre au mieux la production, le partage et éventuellement l'ouverture des données de la recherche, y compris après la date de fin. Et sur ce point aussi, j'ai oublié de le préciser, la politique de l'agence, elle est vraiment construite autour du paradigme aussi ouvert que possible, ou pas plus fermé que nécessaire. Donc, on vous encourage évidemment au partage et on vous encourage à ces pratiques autour du plan de gestion de données, puisque ça vous permet de penser le partage et l'ouverture potentielle des données issues des projets financés par l'agence, mais en aucun cas, il y a une obligation à l'ouverture. Voilà, pour ce qui est de l'approche concertée, juste mentionner que l'ANR est un des membres fondateurs du plan S, et de la coalition S. Donc la coalition S, qui est une coalition aujourd'hui internationale, hein, qui rassemble des agences de financement public et des organismes philanthropiques autour de cette volonté de favoriser l'accès ouvert, complet et immédiat pour les publications scientifiques. La coalition S va lancer a priori la semaine prochaine ou celle d'après sa nouvelle stratégie, et donc on communiquera bien entendu sur cette stratégie dès qu'elle sera rendue publique. Le fameux réseau Sciences Ouvertes entre les agences de financement françaises que j'ai évoqué à plusieurs reprises, je pense que c'est un réseau qui est très important parce que ça permet vraiment de montrer, d'illustrer cette volonté de différents acteurs de pouvoir collaborer pour s'assurer qu'in fine, un porteur de projet qui candidate à un appel lancé par n'importe quelle des agences faisant partie de ce réseau, il va avoir des engagements en faveur de la science ouverte similaires, et que voilà, nous, on est vraiment dans ce partage des pratiques, mais aussi de la formation, puisqu'on a élaboré des webinaires à destination du personnel de l'ensemble des agences du réseau. Cette volonté aussi d'harmoniser nos pratiques autour, voilà, de cette fonctionnalité de partage. Donc aujourd'hui, cette fonctionnalité de partage du plan de gestion de données structurées, elle est proposée pour l'ANR, mais elle pourra être proposée pour d'autres agences, notamment les agences du réseau. Cette navigation par projet dans le portail HAL, elle est maintenant, c'est une fonctionnalité qui a été implémentée, pardon, je cherche mes mots, par plusieurs des agences faisant partie de ce réseau. Donc il y a une déclaration conjointe qui a été signée
en 2020. Il y a des points d'étape qui sont publiés régulièrement pour réaffirmer nos engagements sur les années à venir. Donc, à savoir la promotion de l'accès ouvert immédiat, de soutenir la diversité des modèles d'accès ouvert et donc ce soutien à la bibliodiversité et également à des modèles vertueux et équitables d'accès ouvert avec par exemple le soutien au modèle diamant, des recommandations fortes en faveur de l'utilisation de privilégier le modèle de plan de gestion de données commun structuré, la volonté de prendre part des discussions, de prendre part aux discussions autour de la réforme de l'évaluation de la recherche et notamment pour ce qui concerne le réseau Sciences Ouvertes, autour des aspects sciences ouvertes de la réforme de l'évaluation de la recherche. Et puis la volonté de poursuivre la promotion et l'adoption d'identifiants uniques pérennes, dont l'ORCID et puis évidemment d'autres identifiants. On pourra en reparler plus tard, mais l'ANR est aussi dans une réflexion autour de l'adoption potentielle d'un DOI pour notre identifiant projet, donc notre code projet soit associé aussi à un DOI et donc devienne un identifiant cliquable et qui nous permette une meilleure comparaison, notamment dans les comparaisons internationales. J'ai pratiquement terminé, ne vous inquiétez pas, mais quelques mots pour finir sur cette volonté de participer à ce soutien au niveau européen et international à la structuration autour de l'accès ouvert diamant. Donc l'ANR est très investie sur ce sujet. Elle a fait partie des co-rédacteurs du plan d'action pour un modèle diamant de l'accès ouvert qui a été publié en 2022. C'est un document qui a été publié par Science Europe, la coalition S, l'infrastructure européenne Opera et l'ANR, qui est maintenant signé par plus de 170 institutions et disponible dans 17 langues. Nous avons également été partenaires du premier sommet mondial pour l'accès ouvert diamant qui s'est déroulé à Toluca au Mexique, du second qui s'est déroulé à Cape Town l'an dernier, et nous sommes également partenaires du troisième sommet qui aura lieu du 2 au 6 février 2026 à Bangalore, en Inde, et le programme est en cours de finalisation, donc on vous le partagera et on communiquera sur cet événement prochainement. L'ANR soutient également, aux côtés notamment du CNRS, de l'European Diamond Capacity Hub, qui est donc un centre de ressources de capacité, de mise en commun de ressources et de capacités à destination de l'écosystème diamant, donc des initiatives diamant au niveau européen. Et puis, souligner que l'UNESCO a lancé une consultation sur la création d'un dispositif mondial pour l'accès ouvert diamant. Cette consultation a eu lieu il me semble, juste avant l'été, et le rapport de synthèse de cette consultation devrait être publié courant novembre, donc très prochainement. Enfin, évidemment, pour faire progresser les pratiques de sciences ouvertes, il est absolument nécessaire de prendre part à tout ce mouvement en faveur d'une réforme de l'évaluation de la recherche, de s'assurer que les pratiques de sciences ouvertes sont également mieux valorisées, mieux prises en compte, parce que, en effet, partager ces données, structurer ces données, feriser ces données notamment, c'est des pratiques qui prennent énormément de temps, et il semble indispensable qu'elles puissent être mises à l'actif des chercheurs, qu'il s'agisse d'une évaluation
de carrière individuelle, mais aussi dans le cadre des évaluations de projets. Et c'est pour ça que l'ANR est un membre actif et un des premiers signataires de la déclaration de Kohara. Et nous participons à plusieurs de ces groupes de travail pour, de nouveau, sur ces sujets-là, en lien avec les autres agences de financement françaises, mais aussi européennes et internationales, voir comment avancer de manière collective sur ces sujets. Et puis, vous indiquez qu'on est également un des membres signataires de la déclaration de Barcelone, qui est une déclaration sur l'information qui promeut l'information de recherche qui soit ouverte et qui c'est tout à fait conforme à des pratiques qu'on fait déjà, notamment à travers le dépôt de nos données sur data.gouv, à travers la visualisation de nos données sur data ANR, et puis à notre engagement autour du choix de favoriser des ressources ouvertes lorsqu'il s'agit de monitorer notamment les pratiques de sciences ouvertes. Voilà, quelques rendez-vous importants à ne pas oublier qui vous ont été mentionnés. Mardi 25 novembre et 11 décembre, les prochaines formations de nos collègues de l'INIST sur DMP-OPIDOR. Le 18 décembre, un webinaire de présentation tout à fait complète de l'outil de suivi Oasis, dont vous avez eu un petit aperçu par Florence Helft, et je suis sûre que ça vous aura donné très envie d'en savoir beaucoup plus le 18 décembre. Et puis, ce 3e sommet mondial sur l'accès ouvert diamant qui aura lieu du 2 au 6 février en Inde. Les ressources en faveur de la science ouverte, de l'ANR, il y a une page science ouverte dédiée sur notre site. Nous avons plusieurs FAQ, une dédiée aux publications scientifiques, une dédiée au plan de gestion de données. On a un portail à l'ANR, bien sûr retrouver aussi toutes les informations autour de DMP-OPIDOR, les adresses de contact, qu'il s'agisse de DMP-OPIDOR, de Oasis, mais aussi du pôle Sciences Ouvertes. Donc quand vous contactez scienceouverte@agencerecherche.fr, c'est Juliette Kenyard, Céane Bakam, Nicolas Zarewski et moi-même qui sont derrière. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Et nous vous remercions beaucoup pour votre attention. S'il y avait des questions auxquelles on n'a pas répondu, je vous invite à nous écrire et on vous répondra rapidement. Lorsque le webinaire sera terminé, vous pourrez avoir accès au replay assez rapidement également. J'en profite pour remercier très chaleureusement notre collègue Laurent Racineau de nous consacrer du temps pour à la fois notre collaboration de longue date, mais aussi venir vous présenter l'outil DMP-OPIDOR dans ce webinaire. Merci beaucoup à Florence Helft et tout le travail de collaboration avec Oasis pour en faire un levier d'adoption des pratiques de sciences ouvertes. Et puis, merci beaucoup à toute l'équipe Sciences ouvertes qui participe avec dynamisme et bonne humeur à la mise en œuvre de nos engagements. Je vous souhaite une très bonne journée.